c'est lui qui va nous permettre de littéralement créer des nouvelles voies neuronales, des nouvelles connexions neuronales à l'intérieur de nous. Donc c'est pas juste un changement, c'est pas juste un accomplissement pour ce domaine-là de ma vie en particulier ou cet objectif-là que je m'étais fixé, c'est vraiment une transformation, c'est la reconquête de ta capacité qu'ensuite tu peux appliquer à tous tes objectifs et à tous les domaines de ta vie, sans avoir besoin de recommencer le processus à chaque fois. Et ça, c'est le chemin que j'ai choisi d'emprunter après m'être épuisée sur le chemin du mindset et des objectifs pendant des années. C'est le chemin qui m'a permis de me libérer complètement de l'anxiété et aujourd'hui, honnêtement, de créer une vie dont jamais j'aurais osé rêver il y a encore quelques années. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, je suis ravie de te retrouver pour parler des sujets de cet épisode, plusieurs sujets en un, tu verras pourquoi. Je les ai mis ensemble, on va parler d'estime de soi, de confiance en soi et on va parler aussi de quoi faire quand c'est difficile, quand ça devient difficile sur le chemin de guérison, parfois on a envie d'abandonner, que faire dans ces moments-là. Une question qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce que je peux avoir confiance en moi alors que j'ai de l'anxiété ? C'est une question qu'on me pose très très souvent, surtout des personnes par exemple qui ont déjà eu des crises de panique, qui ont l'impression que leur corps peut les lâcher, peut les trahir à tout moment. Souvent, elles ont perdu énormément de cette confiance en elles. Quand je parle de confiance en soi, je parle vraiment de notre capacité, je parle d'action, notre capacité de mener à bien ce qu'on veut mener à bien. Et puis on le sait, quand on a de l'anxiété très intense, rien que peut-être on avait prévu une sortie et puis c'est pas possible ce jour-là parce que on est complètement figé. Voilà, donc on perd cette confiance en le fait qu'on puisse mener à bien nos projets. Et puis il y a l'estime de soi. Il y a une distinction entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est plutôt l'opinion générale qu'on a de soi. C'est comme une estimation de notre valeur. Okay ? Est-ce que je suis une bonne personne ? Est-ce que je suis une mauvaise personne ? Quelle valeur j'ai ? Alors que, encore une fois, la confiance en soi, elle renvoie plutôt à notre capacité à se mettre en action. Et notre capacité à se mettre en action, quelles que soient les circonstances. J'ai envie de dire même, peut-être avec des circonstances qui ne sont pas complètement optimales ou pas favorables tout le temps. Parce que c'est la vie, Life happens, ce ne sera pas toujours optimal, mais je peux quand même faire ce que j'avais dit que je ferais, faire ce que j'avais prévu de faire. Et on va voir parfois, estime de soi et confiance en soi, ces deux notions qui sont corrélées, elles vont main dans la main, et parfois non. Il y a un exemple qui était donné dans une émission de Radio France que j'écoutais sur la différence justement entre confiance en soi et estime de soi, qui illustre bien ça. Et qui parlait du point de vue d'un prof. Il disait quand on est prof, on voit souvent des élèves avec une bonne estime d'eux-mêmes et ils sont intimement persuadés qu'ils sont comme un peu au-dessus des autres. Mais c'est des élèves qui font rien, en fait. Ils prennent pas la parole, ils sèchent les devoirs. Pourquoi ? Pour être sûrs de pas être démentis dans leur estime d'eux-mêmes. Donc peut-être que ça cache une pas si bonne estime d'eux-mêmes, mais ça c'est un autre sujet. Et le truc c'est que, pour illustrer cette décorrélation, le fait que ce soit séparé, le truc c'est qu'à force de rien faire, ils n'ont pas de confiance en leur capacité de mise en action, ils n'ont pas une bonne confiance en eux. Donc ils ont à la fois une haute estime d'eux-mêmes et puis une faible confiance en eux. Donc ça c'est un exemple où c'est décorrélé. Un autre exemple où c'est décorrélé et où c'est l'inverse, ici je vais parler de ce que je peux voir dans mon équipe doTERRA parce que c'est un laboratoire hyper intéressant, c'est que des personnes qui veulent lancer leur activité et il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui ont une estime d'elles-mêmes très moyenne ou voire vraiment pas bonne. Et de façon générale, c'est des personnes qui se considèrent moins bonnes que les autres, qui vont plutôt y aller avec... Moi, je suis pas bonne en ça, j'ai pas de compétences, etc., etc. Mais du coup, il y a comme une sorte de détente aussi qui vient avec ça, parce qu'il y a quelque chose de toute façon, je vais faire ce que je peux, et voilà. Et du coup, elles ont pas... ce que je vois, ce que je constate, c'est qu'elles mettent pas d'ego dans le processus, ces personnes-là. Elles essaient de faire des choses,
sans grandes ambitions, et à force de faire, elles progressent, en fait, et elles prennent confiance en elles. Et c'est hyper intéressant, ici on a l'inverse en fait, une estime de soi qui est pas super au départ, mais qui grâce à la mise en action, voilà, n'empêche pas ces personnes finalement de gagner confiance en elles. Donc ça, c'est des exemples où ça peut être séparé. Et puis, il y a plein de situations où il y a une vraie corrélation entre les deux, une mauvaise estime de soi qui empêche la mise en action, et donc, il n'y a pas de confiance en soi, il n'y a jamais de confiance en soi qui se crée, en fait. Et je crois que c'est pour ça, souvent, on est dans ce cas de figure-là, et c'est pour ça qu'on tend à utiliser une expression pour une autre. Voilà, estime de soi, confiance en soi, c'est des termes qui sont un peu usés l'une pour l'autre, parce qu'elles vont elles vont main dans la main si souvent, en fait. Donc si tu écoutes cet épisode, sûrement que des questions que tu te poses, c'est comment je repars à la conquête de l'estime de moi et comment j'augmente la confiance en moi. Il y a une autre question qu'on m'a posée il y a peu de temps en message privé sur les réseaux et qui pour moi est liée à ce sujet. Je vais t'expliquer la connexion. La question c'est celle-là, c'est que faire quand j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, voire que je suis en train de revenir en arrière sur mon chemin de guérison. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette question ? La confiance en soi, c'est la confiance en notre capacité de nous mettre en action, de rebondir, de faire face aux circonstances, de naviguer en fait ce qui nous arrive. Si j'ai une grande confiance en moi, même quand ça avance pas comme je veux sur mon chemin de guérison, même si j'ai encore de l'anxiété parfois, j'ai confiance en ma capacité à continuer, à ajuster, à rester engagée pour aller mieux. Si j'ai pas ça, c'est là où ça va être difficile, en fait. Pour traverser ces moments difficiles qu'on traverse tous et toutes sur le chemin de guérison, on a besoin pour moi de la confiance en deux choses. La confiance en soi et puis la confiance dans le processus. Et vraiment, c'est les deux. Parce que même si j'ai confiance dans le processus mais que j'ai pas confiance en moi, c'est là où, dans les moments difficiles, je vais penser que ça marche pour les autres et puis pas pour moi, que pour moi c'est toujours plus difficile, que moi j'y arriverai pas, etc. Il peut y avoir toutes ces pensées qui arrivent. Et si j'ai confiance en moi mais pas dans le processus, c'est là où je vais souvent essayer de forcer, d'y aller à la force de mes petits muscles, de prendre des trop gros morceaux à la fois. Je vais essayer d'accélérer les choses dans des moments où en fait je devrais ralentir, et en faisant ça en fait je vais me saboter. Et j'en reparlerai de voilà quoi faire quand c'est difficile. Donc on a vraiment besoin des deux. Donc je vais aller dans les 3 parties de cet épisode. On va commencer avec l'estime de soi, ensuite la confiance en soi, et puis ensuite la 3e partie, que faire dans les moments où c'est difficile. Je partagerai des pistes, des choses que tu peux faire, des reformulations que tu peux adopter à ce moment-là, qui peuvent être utiles aussi. Je commence donc avec l'estime de soi. L'estime de soi, on l'a dit, c'est la valeur qu'on se donne. Donc si on considère un continuum, c'est vraiment l'autre extrémité du spectre de la honte toxique. D'un côté, on a la honte toxique et à l'extrême opposé, on a une bonne estime de soi. Sur le sujet de la honte toxique, je te renvoie à l'épisode précédent dans cette série qui est en 2 parties, donc voilà, qui est bien riche sur le sujet. Je vais quand même dire quelques mots ici. Cette honte toxique, elle a pu venir de plein d'endroits. Alors on le sait, souvent des endroits de notre jeunesse, de notre enfance. Ça peut être le fait d'avoir reçu des critiques en permanence, de façon directe ou de façon plus subtile, faire partie d'un groupe qui est ostracisé et qui a intégré comme ces critiques en fait qui sont internalisées déjà de base, avoir une faiblesse ou peut-être avoir quelque chose de spécial qui fait qu'on a connu des échecs. Par exemple, moi je pense quand j'étais petite et pas si petite que ça, même ado, après j'avais de l'asthme et du coup j'avais aucune performance en sport. Et à l'école, ceux qui étaient populaires, c'était ceux qui étaient bons en sport. Ceux avec qui il fallait être. Et j'ai développé beaucoup de colère, d'impuissance, de honte vis-à-vis de mon corps qui était capable de rien, en fait. Donc ça peut être un exemple d'une faiblesse, de quelque chose d'inné, en fait, où on pourrait dire que c'est de l'acquis, parce que c'est aussi la conséquence du trauma, l'asthme. Mais voilà, quelque chose qui a fait que j'ai connu des échecs tôt dans la vie. Ça peut être aussi le fait d'avoir mariné dans un environnement avec des attentes hyper hautes, impossibles à remplir, absurdes en fait, ou ça peut être des attentes hyper rigides aussi, projetées sur nous alors que c'est pas du tout qui on est. Ça, c'est l'exemple de la personne qui veut partir en psycho et ses parents lui disent « Non, tu vas faire une école de commerce » et bien sûr, voilà, elle déteste les matières donc elle n'y arrive pas et puis elle se sent en échec. Ou ça peut être aussi le fait de sentir
voilà, de faire les choses, et puis je sens que c'est jamais suffisant pour eux, par exemple, qu'il y a toujours cette déception vis-à-vis de moi, même s'ils ne l'expriment pas forcément comme ça. Je me souviens d'une cliente que j'accompagnais qui me racontait comme quand elle ramenait une note à la maison, quand elle était petite, le bulletin, quelle que soit la note, la question de ses parents, c'était toujours la même. Quelle était la meilleure note de la classe ? Et puis si c'était pas elle la meilleure note, c'était pourquoi t'as pas eu cette note-là ? C'est terrible ça. Terrible, terrible. Donc ça, c'est tous des exemples qui sont des terreaux en fait pour le développement de cette honte toxique. Et tout ça, ce sont des choses qu'on intègre, bien sûr. Et pas qu'au niveau conscient, au niveau subconscient aussi. Donc quand on se met sur le chemin de guérison, quand on commence ce travail, déjà une première question, on peut commencer à se demander d'où ça vient, ça, ce sentiment de ne pas avoir de valeur. Si on parle d'avoir une mauvaise estime de soi, hein. Peut-être on peut demander aux parts de nous aussi d'où ça vient. Qu'est-ce qu'elles ont vécu pour avoir absorbé ces croyances-là ? Qui est aux manettes ici ? Est-ce que c'est vraiment moi ? Et peut-être on peut commencer à développer de la compassion pour les parts de nous aussi, qui portent cette honte, qui ont cette croyance « je suis une mauvaise personne » ou « j'ai pas de valeur ». Déjà, juste cette reformulation de « c'est une part de moi qui croit ça », c'est pas tout mon être. Ça peut être très utile. Si tu veux explorer le sujet des parts, je te renvoie aux épisodes 26 et 88 du podcast, dans lequel je vais vraiment en profondeur dans cette grille de lecture-là. Donc j'ai dit que certaines parts de nous avaient adopté cette croyance, j'ai pas de valeur. Le fait de ne pas avoir de valeur, c'est une croyance. Janina Fisher, qui est une thérapeute aux États-Unis, assez connue dans le monde du trauma, du travail somatique, elle nous dit, le fait de ne pas avoir de valeur, c'est une croyance. C'est pas une émotion. Il y a des émotions associées à ça, mais c'est une croyance. Et elle dit souvent, ses clients vont la confronter un peu là-dessus, puis pas être d'accord, et disent « mais non, vraiment, j'ai pas de valeur ». C'est une croyance. Plus que ça, c'est une réponse de survie. Et ce qui fait partie de cette réponse de survie, il y a l'effondrement, il y a l'engourdissement, le fait de s'anesthésier, la perte d'énergie. Tout ça, ça va de pair avec la croyance « je suis une mauvaise personne, je suis pas digne ». Et ça facilite la soumission totale. Parce que si on pensait « attends une minute là, tu peux pas me faire ça. Moi, je suis une personne qui a de la valeur, tu peux pas me traiter comme ça. » On s'effondrerait pas. Et donc la soumission serait 10 fois plus difficile et douloureuse. Or, pour survivre à ce moment-là, on avait besoin de se soumettre. Croire qu'on n'avait pas de valeur, du coup, c'était une brillante stratégie de survie. Parce que, imaginons un instant l'inverse, qu'il n'y ait pas eu cette stratégie de survie. En tant qu'enfant, je suis convaincue et persuadée que j'ai de la valeur et que je dois être traitée en conséquence comme une personne qui a de la valeur. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais regardé ton père ou ta mère dans les yeux et que tu lui avais dit « la mauvaise personne, là maintenant, c'est toi. Tu dois pas me traiter comme ça. » Qu'est-ce qui se passe dans ton corps en m'écoutant là ? Je parie qu'il y a un frisson, il y a de la peur, peut-être au moins de la crainte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était pas safe à ce moment-là, c'était pas sûr de croire que tu as de la valeur. Si tu croyais que tu avais de la valeur, t'étais pas en sécurité. Donc on peut s'accorder sur le fait que croire que tu n'avais pas de valeur à ce moment-là, ça t'a permis de survivre. Et déjà ça crée de l'espace parce que ça ouvre quelque chose. Il n'y a plus un seul narratif de « je suis nul ». Il y a de la place pour un autre narratif qui dit « je suis nul », c'est une croyance qui t'a bien servi par le passé et qui fait qu'aujourd'hui, tu as survécu. On peut se mettre d'accord sur le fait que tu es là aujourd'hui, donc tu as survécu. Et maintenant, tu peux commencer le travail avec la honte toxique qu'on fait dans mon programme Arise pour pouvoir dire « j'ai survécu et je me suis libérée de la torture de la honte ». Parce que c'est une émotion véritablement corrosive et qui peut vraiment être vécue comme une torture quotidienne. Et c'est ce chemin-là de guérison de la honte toxique qui va amener véritablement profondément à la reconquête de l'estime de soi. Sur ce continuum, tu peux t'imaginer, sur ce continuum, tu te déplaces de la honte toxique doucement vers une bonne estime de toi. C'est ce travail qui permet ça. Voilà ce que je voulais dire dans cet épisode pour l'estime de soi. Encore une fois, je te renvoie aux épisodes 26 et 88 sur la honte toxique. Et maintenant, je vais passer à la confiance en soi. Donc, on a dit que la confiance en soi, ça renvoie avant tout à l'action, à la confiance en notre capacité de nous mettre en action, quelles que soient les circonstances, et même malgré des circonstances difficiles, incertaines, pas tout le temps favorables. Ici, j'ai envie de vous parler de la chanteuse Adele, que vous connaissez certainement, parce que ça illustre bien ce concept quand j'avais fait des recherches il y a
vraiment un moment maintenant, plus de 2 ans, parce que j'avais fait un premier épisode sur la confiance en soi. J'étais tombée sur des posts d'Adèle où elle confiait, en fait, elle a jamais caché qu'elle avait un trac paralysant avant de monter sur scène. Elle a jamais caché non plus qu'elle détestait les tournées. Et elle racontait qu'elle avait déjà vomi avant de monter sur scène et que parfois ça lui arrivait même de refuser des opportunités au cas où elle aurait une crise d'angoisse et qu'elle pourrait pas continuer. Une personne qui a une carrière quand même juste incroyable, qui a une carrière immense. Donc parfois ça fait du bien d'entendre ça aussi. Si je reprends ici l'idée du continuum que j'ai pris pour l'estime de soi, donc aux antipodes, il y avait la honte toxique pour l'estime de soi. Ici, pour la confiance en soi, l'autre extrémité du spectre, c'est la peur de ne pas y arriver. Si on y pense, la peur, c'est l'inverse de la confiance. Et là, tu vas me dire peut-être, oui, mais je peux avoir peur et confiance en même temps. Oui. Et en même temps, si, par exemple, je vais sauter à l'élastique ou si je vais faire du parapente pour la première fois, j'ai peur, mais je fais confiance à la personne qui m'accompagne, j'ai confiance dans le matériel, j'ai confiance dans l'expérience de façon générale. Du coup, on peut dire que si tu décides d'y aller, c'est quand même qu'il y a plus de confiance que de peur dans ton système. S'il y avait que de la peur, t'irais pas. En tout cas, ça serait la réaction saine, parce que la peur, ça sert à ça. Après que tu y ailles pour pas décevoir les autres, qui sont là dans le groupe pour leur prouver quelque chose parce que t'as payé, etc., c'est un autre sujet. Mais si on reste sur peur versus confiance, il n'y a que de la peur. La réaction saine, c'est de reculer et de pas se mettre en action. C'est à ça que ça sert, la peur. Dans son livre Emotional Intimacy, Robert Augustus Masters, il nous dit « Si vous désirez vraiment une véritable transformation, ne cherchez pas plus loin que votre peur. Dans la peur, il y a une abondance d'énergie piégée et aussi le test et le défi dont nous avons besoin pour vivre une vie plus profonde et plus authentique. » Si tu fais l'expérience de l'anxiété, cette citation, sûrement, elle résonne en toi. J'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui me disent « Je ne me reconnais plus, c'est simple, j'ai peur de tout, en fait. Et je comprends pas parce que j'étais pas comme ça avant. » Ce dont ces personnes parlent, c'est d'une anxiété qui peut être intense et qui est tout le temps là, comme en toile de fond, en fait. La peur, c'est un peu différent. La peur, c'est une réaction émotionnelle à un danger spécifique et réel. Okay, versus l'anxiété, c'est cette peur qui a été magnifiée. C'est une peur qu'on regarde à la loupe, quoi. C'est une peur excessive et qui n'a pas d'objet particulier. Et du coup, qui peut être déclenchée par plein de stimuli différents. Et c'est souvent ce qu'on voit, ça. Par exemple, j'avais pas peur de prendre l'avion et puis maintenant, si. Et quelques mois plus tard, maintenant, j'ai aussi peur de prendre le train. Ou je travaille sur ma peur de l'avion, ça va mieux, et maintenant c'est quand je prends ma voiture pour aller au travail que je commence à avoir l'anxiété qui monte, la boule dans la gorge et tout ça. C'est comme si la peur c'était une sauterelle et qui sautait d'un objet à un autre sans prévenir. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se concentre sur l'objet de la peur sans comprendre que c'est pas le sujet. En fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les hauts niveaux d'activation dans le système nerveux autonome qui font qu'il y a cette hypervigilance constante qui devient carrément de la peur et qui se fixe sur tout ce qu'elle trouve. Et donc, comme d'habitude, et si tu écoutes le podcast depuis un moment, t'es pas surpris ou surprise de m'entendre dire ça, c'est à ce niveau-là qu'on doit travailler, c'est au niveau du système nerveux autonome. Pourquoi ? Pour ramener une baseline de sécurité qui soit assez solide, qui fait que sans avoir besoin de se raisonner ou sans avoir besoin de faire des thérapies par l'exposition, qui parfois en plus empirent les choses parce que les expériences ne sont pas titrées souvent, on va pouvoir faire ce qui nous fait peur. On va pouvoir monter dans l'avion et constater « Ah, ok, je suis là et puis j'ai plus les scénarios catastrophes que j'avais dans la tête. » Et voilà, on n'a pas besoin d'y penser en fait, quand on a ramené de la sécurité à ce niveau le plus profond qui est celui du système nerveux autonome. Et pourquoi je dis c'est naturel, on n'a pas besoin d'y penser ? Si tu connais la théorie polyvagale, je te renvoie à l'épisode 83 du podcast dans lequel j'explique les tenants, les aboutissants de cette théorie qui a été proposée par Stephen Porges. Si tu connais la théorie polyvagale, tu sais que l'histoire suit l'état. Autrement dit, c'est d'abord ton système nerveux autonome qui va dans un état, un certain état, soit qui reste en ventral, soit qui va dans un état de survie, et ensuite, ton cerveau crée une histoire pour matcher ton état interne. C'est pour ça que se raisonner ne marche pas. Je me souviens d'une personne qui était venue à moi, et un de ses symptômes avec l'anxiété, c'était qu'elle avait peur de prendre l'ascenseur. Elle avait travaillé avec une thérapeute qui lui avait dit « Bon, c'est simple, tu vas t'entraîner et tu vas prendre l'ascenseur. » Et elle pouvait pas. Et elle se sentait encore plus en échec parce qu'elle avait beaucoup de lucidité
Elle me disait, c'est vrai, je pourrais entrer dans l'ascenseur, aller au premier étage ou au deuxième étage, voir que je suis pas morte, mais je peux pas. Pourquoi je raconte ça dans la partie sur la confiance en soi ? Alors je l'ai dit parce que c'est les deux extrêmes d'un continuum, la confiance en soi et puis la peur de pas y arriver. Et aussi parce que ce que je veux dire ici, et rappeler peut-être, c'est que on a deux options. On peut prendre le premier chemin, qui est le chemin mindset, je vais comme muscler mon cerveau, me dire que je peux y arriver, me fixer des objectifs, acheter un programme en ligne, me motiver avec d'autres personnes et faire ça jusqu'à y arriver. Et oui, ça va augmenter ma confiance en ma capacité de me mettre en action, ça sans aucun doute. Je vais le faire. Juste que ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts, et c'est franchement laborieux parce que tu dois recommencer ça, on doit recommencer le même process en fait pour chaque chose qu'on veut entreprendre. Et souvent, ça tient pas sur la durée. Ou à un moment, ça va tenir, mais parce que ça fait 10 ans que tu le fais. Ou on peut prendre le deuxième chemin, qui semble beaucoup plus indirect au début, pas très intuitif, je dirais, et dans lequel aussi, sur ce chemin-là, on ne comprend pas toujours où on va, peut-être. Et ça, c'est le chemin de la régulation du système nerveux. C'est le chemin du travail sur les niveaux d'activation eux-mêmes, sur toute la peur piégée à l'intérieur de nous qui a besoin d'être libérée. Et quand on prend ce chemin-là, la confiance en soi, la capacité à dire « je vais y arriver », et pas juste à dire, à croire, à en être persuadé « je vais y arriver », revient naturellement, de façon organique. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce chemin ne demande pas de travail. Il demande absolument de s'engager, de rester engagé aussi, même si on fait les choses par tout petit bout et que parfois on n'a pas l'impression d'avancer énormément. Il demande de garder confiance dans le processus aussi. Mais c'est un chemin qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus solide, puisque c'est celui qui va nous permettre une véritable transformation au niveau neuroplastique, au niveau du cerveau. C'est lui qui va nous permettre de littéralement créer des nouvelles voies neuronales, des nouvelles connexions neuronales à l'intérieur de nous. Donc c'est pas juste un changement, c'est pas juste un accomplissement pour ce domaine-là de ma vie en particulier, ou cet objectif-là que je m'étais fixé, c'est vraiment une transformation, c'est la reconquête de ta capacité qu'ensuite tu peux appliquer à tous tes objectifs et à tous les domaines de ta vie, sans avoir besoin de recommencer le processus à chaque fois. Et ça, c'est le chemin que j'ai choisi d'emprunter après m'être épuisée sur le chemin du mindset et des objectifs pendant des années. C'est le chemin qui m'a permis de me libérer complètement de l'anxiété et aujourd'hui, honnêtement, de créer une vie dont jamais j'aurais osé rêver il y a encore quelques années. C'est la proposition de mon programme Arise. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite à aller écouter des témoignages de personnes qui ont choisi ce chemin-là. Parce que je crois que c'est précieux d'entendre le parcours de personnes qui ont marché avant nous. On voit toujours les personnes où elles en sont aujourd'hui, mais c'est important de remettre dans le contexte, parce que ça permet de se dire aussi, ok, si elle l'a fait, je peux le faire aussi. Et ça peut avoir le pouvoir, ça, les histoires des autres, elles peuvent avoir le pouvoir de nous reconnecter peut-être aux quelques grammes de confiance en nous qu'on a à l'intérieur. De nous reconnecter à un « c'est possible », de créer de l'espace, comme je disais tout à l'heure. Avec le narratif de la honte toxique, de recréer un peu d'espace. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est possible. Dans le podcast spécifiquement, tu peux écouter le témoignage de Patricia dans l'épisode 72, celui de Quentin, c'est l'épisode 85, celui de Chloé dans l'épisode 86, et puis une autre Chloé dans l'épisode 87, et il y a celui d'Émilie dans l'épisode 91 aussi. Il y a aussi plein de témoignages plus courts sur la page de mon programme Arise que tu peux consulter, je mettrai le lien dans les show notes de l'épisode. Donc si je reprends la grille de lecture de la théorie polyvagale, et donc le lien entre confiance en soi et système nerveux autonome, les choses elles apparaissent de façon assez évidente. Je peux avoir confiance en moi quand je suis ancrée dans l'état ventral, qui est un état de résilience, de connexion à soi, de connexion aux autres, de confiance dans le monde. Quand est-ce qu'on a le moins confiance en soi ? C'est quand on perd cet accès à l'état ventral. Quand par exemple je suis complètement dans l'état sympathique, tout est une menace. C'est dans cet état que loge l'anxiété, la peur, ce qu'on appelle le stress aussi. Ce ne sont pas des états dans lesquels la confiance en moi est au max. Okay. Et si l'état sympathique ne suffit pas et que je me sens encore plus dépassée ou trop menacée et que je vais dans l'état dorsal, peut-être que je me fige ou que je m'effondre, c'est ça les réponses associées à cet état-là. Alors là, je peux plus même physiquement me mettre en action, puisque mon système est entré dans cet état de conservation d'énergie extrême.
Et tu les connais, hein, ces moments où t'aimerais faire quelque chose, mais tu procrastines parce que t'as juste pas l'énergie, où il y a un brouillard mental tel, une confusion qui est là, que juste c'est impossible. Et comment tu te sens après, quand t'as pas accompli ce que tu voulais faire? Et comment tu te sens après, quand t'as pas accompli ce que tu voulais faire? C'est facile dans ces moments-là de sauter à la conclusion que « Ah bah j'y arrive jamais, je suis nulle ». Ta confiance en toi, elle est sapée dans ces moments-là, et ton estime de toi, elle en prend un coup aussi. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que l'état dans lequel se trouve mon système nerveux autonome et ma confiance en mes capacités à me mettre en action sont intimement liés, sont même complètement interdépendants. La seconde, la confiance en mes capacités de me mettre en action dépend du premier, de l'état de mon système nerveux autonome. Et la bonne nouvelle, c'est que cette capacité de régulation qui va nous donner cet ancrage solide dans l'état ventral peut s'acquérir. C'est une compétence qu'on peut absolument acquérir, réacquérir. C'est tout ça qu'on fait dans Arise. Je parlais d'Adèle qui a tellement le trac avant de monter sur scène tout à l'heure. Il y a un documentaire qui m'a beaucoup touchée et à l'intérieur duquel sont vraiment tissés ces thèmes de l'estime de soi, de la confiance en soi. C'est un documentaire dans lequel il y a beaucoup de vulnérabilité aussi. C'est le documentaire sur la vie de Lady Gaga qui s'appelle 5'2" sur Netflix. Et on peut voir vraiment dans ce documentaire les difficultés, le dépassement de soi et les efforts honnêtement surhumains parfois de quelqu'un qui a choisi plutôt le premier chemin, celui du travail, des objectifs, du mindset, et dans un monde qui est pas tendre, hein, celui de l'industrie de la musique. C'est vraiment intéressant, ce documentaire, donc je le pose là, pour une soirée Netflix and chill. Et tous ces moments difficiles qu'on la voit traverser dans le documentaire, ça me fait la transition parfaite avec la troisième partie de notre épisode, qui est que faire quand on a envie d'abandonner, que faire quand c'est difficile sur notre chemin, sur le chemin de guérison sur lequel tu t'es engagé. Pour les personnes qui ont vécu des traumatismes et qui s'engagent sur ce chemin de régulation pour guérir vraiment, l'un des effets d'être davantage dans le corps, c'est qu'elles vont commencer à ressentir davantage. Et si je ressens davantage, je ressens tout. C'est pas à la carte. L'agréable comme le moins agréable. Et ça peut être décourageant parce que on va commencer à sentir là où il y a des tensions dans le corps, peut-être des douleurs même, alors qu'avant on était tellement figé, comme coulé dans le marbre, coulé dans le béton, qu'on ressentait rien. Et à mesure qu'on sort du figement, on va pouvoir ressentir de plus en plus tout ça, ressentir de l'anxiété, aussi se sentir irritable, peut-être plus facilement agacé. Et donc on peut avoir l'impression de faire un pas en avant, et puis comme suivi de plein de pas en arrière. Il peut y avoir aussi de la peur, une grande tristesse, de la déprime, toutes choses qui étaient coincées là, à l'intérieur du système, et qui, à mesure qu'on défige, recommencent à être ressenties. Et si on ne nous a pas expliqué, si on n'a pas les concepts au niveau de la physiologie, on va s'inquiéter. C'est pour ça que dans mon programme Arise, on va dans le détail du fonctionnement du système nerveux, parce que je veux que les personnes comprennent comment ce système nerveux fonctionne et du coup ce qu'elles traversent. Parce que si elles ne comprennent pas, vient s'ajouter à tout ce qui est déjà là, la confusion, un sentiment d'impuissance, de déception aussi face à ce que la personne va vivre comme une absence de progrès, genre j'avance pas, même si c'est pas vrai. Donc j'en parle ici parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je suis sur le bon chemin? J'ai l'impression de revenir en arrière. Tu crois que c'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire? J'accompagne des personnes depuis plus de 4 ans maintenant sur ce chemin. À l'heure où je vous parle, ça se compte en centaines de personnes maintenant. Et moi aussi, je suis sur ce chemin. Et j'ai appris à reconnaître ce processus quand il se produit chez moi aussi. J'ai traversé plusieurs périodes où j'aurais pu tomber dans ce sentiment de « Oh my God, je reviens en arrière » si j'avais pas eu les concepts. Et donc ici, tu commences à me connaître, j'essaie toujours de partager, de partir de mon expérience personnelle, donc c'est ce que je vais faire ici, je vais donner des exemples. Il y a eu des moments, des périodes de vie où j'ai traversé des grosses couches de figement par exemple, et où je ressentais tellement de fatigue que j'avais du mal à suivre au niveau de mon agenda. Je devais vraiment faire des micro-siestes plusieurs fois dans la journée, je perdais mes mots aussi. Ça c'est quelque chose qui était très impressionnant pour moi, qui m'a fait un peu peur à certains moments. Je cherchais un mot et il me venait pas, et ça c'était plusieurs fois par jour. Je retenais plus rien, comme si vraiment mon cerveau, je pouvais sentir mon cerveau pédaler dans la semoule, quoi. Vraiment, c'était ça, la sensation. Mais je savais que je traversais une grosse couche d'état dorsal et que j'allais arriver de l'autre côté. La plus longue et la plus forte période, ça a duré 3 semaines, 1 mois environ de ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis adaptée comme j'ai pu.
En fait, j'ai gardé confiance et je me suis adaptée. Donc, je faisais que travailler et me reposer pour assurer mes engagements. C'était pas le plus fun, mais j'avais cette confiance que c'était un moment comme ça et que ça changerait. Après ça, s'est présentée l'anxiété. Et ça, on le comprend, hein, on traverse le dorsal et il y a cette grande activation sympathique derrière dans le figement qui n'a pas été déchargé. Donc ça a pu être des périodes où soit j'étais anxieuse, soit j'avais littéralement envie de tuer tout le monde. Mais là, c'était même plus au niveau de la colère, c'était des envies de meurtre. Et là, la compréhension de ce qu'est l'état sympathique du système nerveux, elle était indispensable. Et les pratiques aussi de colère et d'agressivité saine, qui sont des thèmes qu'on explore, hein. Dans le programme, elles ont été vraiment les bienvenues aussi, pour vraiment pouvoir décharger ça, pouvoir m'engager avec ce qui était là, soutenir ces traversées en fait. C'était hyper important pour moi, pour réduire les activations, pour pas que ça reste dans mon système, tout ça. Et puis hyper important pour que mes relations aussi n'en pâtissent pas. Notamment la relation de couple, où ça peut être un petit peu, ça peut faire un peu des vagues dans ces moments-là. Donc tellement important d'avoir les concepts pour pouvoir en fait prendre soin de soi, hein, dans ce moment-là, venir soutenir ça. D'autres choses que j'ai pu traverser, c'est des fois où ça a été plus physique. Par exemple, des crises d'asthme qui sont revenues alors que j'en avais pas eu depuis presque 15 ans. Et ça, c'était au moment où j'avais de grandes réalisations et des choses que je savais au niveau mental, mais qui enfin la descendaient dans le corps. Et le corps réagissait, du coup. Et là, à nouveau, c'était tellement précieux de savoir ça, de comprendre ça et de pas ajouter de la peur à ça, en fait. Voilà, juste d'appliquer les techniques que je connaissais par cœur pour l'asthme, utiliser mes huiles doTERRA qui sont toujours super efficaces dans ces moments-là pour ce genre de choses. Et ça peut sembler un peu bizarre de dire ça, mais il y avait de la guérison là-dedans. Parce que sentir une crise arriver et pouvoir l'arrêter avant même qu'elle se déclenche, sentir toute la maîtrise que j'avais dans l'expérience, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas d'impuissance, comprendre que le corps exprimait quelque chose qui était coincé là depuis longtemps, en fait c'était une renégociation de ces crises d'asthme qui à plein de moments avaient été vraiment traumatiques. La même chose m'est arrivée pour l'eczéma, pour les allergies. Et quand on a ces choses physiques dont on s'était débarrassé, et si tu me vois en vidéo, tu vois que je mets des guillemets à on s'en est débarrassé, qui reviennent, presque le premier réflexe c'est de dire ah ça y est c'est pire. Mais la vérité c'est que c'est pas ça du tout. C'est le corps qui enfin se sent entendu et peut exprimer. Un peu comme, moi je l'ai vécu comme ça, le dernier hurrah, le dernier message avant que ça soit terminé pour de bon. Ces symptômes physiques-là qui reviennent, ça veut pas dire du tout que ça arrive à tout le monde, c'est mon expérience personnelle, ce que j'ai traversé. C'est possible que ça arrive et c'est vraiment intéressant de savoir comment soutenir à cet endroit-là. Que ce soit santé mentale ou santé physique, que ce soit de l'anxiété qui revienne, de l'irritabilité, des symptômes physiques. Voilà. Dans ces moments, si ça arrive, on ralentit encore plus et on prend soin de soi. Tout n'arrivera pas à tout le monde, les symptômes physiques n'arriveront pas à tout le monde, mais ce qui arrive à tout le monde, c'est sûr, c'est les moments de découragement. Et là, la force d'une communauté, elle est vraiment porteuse. Je le vois dans le groupe Facebook de mon programme Arise, c'est vraiment tellement beau ce qui se passe, les personnes qui s'écrivent, qui déposent les moments difficiles, qui témoignent de leurs avancées aussi pour redonner du baume au cœur à ceux et celles qui seraient dans un moment compliqué, souvent en disant j'espère que ça vous aidera et tout ça. C'est juste tellement soutenant en fait. Donc je suis en train de parler de tous ces moments où on peut se sentir comme revenir en arrière. Il y a 2 choses sur ce chemin qui peuvent conduire à ce qui est vécu comme des retours en arrière, qui n'en sont pas, mais ce qui est vécu comme tel. La première chose, c'est le processus d'apprentissage, en fait. Tout ce que tu apprends au niveau des concepts, le processus d'apprentissage des traumas, la compréhension des formes d'abus, et puis toutes ces prises de conscience qui viennent avec ça. On réalise que la façon dont on a été traité, c'était pas OK. Et il y a la colère, il y a le deuil, il y a le dégoût, il y a la rage, peut-être tout ce qui peut venir avec ça. Et aussi ce dont je parlais, ces réalisations peut-être qu'on avait déjà au niveau cérébral, et maintenant avec le travail somatique qu'on intègre vraiment dans le corps. Et c'est impossible que le corps ne réagisse pas. Ça va réagir. Et la deuxième chose, c'est la réduction de la dissociation et la sortie du figement, qui sont les conséquences de la guérison, qui sont les conséquences d'une plus grande capacité à être présente à notre corps. Quand on sort de ces états, c'est comme si on commençait à voir vraiment, en fait, et à ressentir aussi les conséquences
des réalisations qu'on a eues, donc les conséquences des abus, de ce dont on a été victime par le passé. Il y a ces moments où on prend la mesure de ce qu'on a traversé, de notre point de vue d'adulte. Tu sais, presque on se retourne puis on se dit mais waouh, c'est moi qui ai vécu ça. Et on traverse ces moments quand on est sorti, ou qu'il y a moins en tout cas de figement, de dissociation, on traverse ces moments de façon beaucoup plus incarnée, on est dans le corps maintenant, en connexion avec notre corps. Donc on va ressentir le chagrin, la détresse, la perte, la colère immense, etc. qui viennent avec ça. Et dans ces moments, on peut avoir l'impression de revenir en arrière, un peu pris de court par l'intensité de tout ça aussi parfois. Mais en fait, c'est le signe d'une bien plus grande connexion au corps, d'une réincarnation, si j'ose dire, on est revenu dans notre chair, si j'ose le formuler comme ça, une réincarnation, d'une plus grande conscience de nos limites aussi, de notre valeur, de nos droits. C'est vraiment le signe qu'on sort du figement de la dissociation. Ce qui se passe, c'est que le corps, il est enfin en mesure d'amorcer ce qui aurait été la réponse normale à l'abus, au traumatisme, réponse qui a été bloquée au moment de l'événement ou des événements, si c'était à répétition. Voilà, à cause du déni, de la honte, du silence, de l'absence de soutien, parce qu'on ne pouvait pas dans ce moment-là. Il y a 1000 raisons pour lesquelles on ne pouvait pas exprimer cette réponse de survie qui a été bloquée à l'intérieur. Et donc le fait de savoir ça, tout ce qu'on vient de se dire, de savoir que ces émotions, ces sensations, ces expériences peut-être pénibles, ou qui peuvent être vécues comme pénibles, elles sont temporaires, c'est hyper aidant. Et ça permet de rester focus, d'aller vers ses ressources, et peut-être même de ne pas avoir besoin de nos stratégies d'adaptation habituelles, qui souvent sont plus destructrices qu'autre chose. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et une précision que je veux faire ici, qui est très importante, c'est que ce que je viens de dire, ce que je viens de décrire, c'est pas une question d'augmenter sa capacité à tolérer l'inconfort encore plus. Parce que sinon, on continue un peu avec cette idée que ce chemin-là, il doit être dur, il doit être pénible, et c'est pas le cas. La question, c'est plutôt comment est-ce que je reviens à quelque chose de supportable et de plus confortable, plus dans le sens plus, davantage, de plus confortable, quand je suis en proie à des activations qui, oui, sont pas toujours super faciles à traverser. C'est pour ça que dans Arise, on commence le programme avec le concept de ressources, avec la pratique répétée de concepts comme la pendulation, l'ancrage, ce qu'on appelle le containment. En anglais, tout ça, ce sont des choses qui font partie du travail somatique, c'est les fondations dont tu as besoin dans ta boîte à outils de guérison des traumas, alors dont tu as besoin tout le temps, mais dont tu as encore plus besoin dans les moments où c'est difficile. Parce que c'est des pratiques qui vont vraiment permettre au système de se restabiliser, de revenir à une baseline de sécurité qui soit OK, de revenir justement à ce sentiment de « I'm OK ». On ne peut pas trop le dire en français. En français, on n'a que « je vais bien ». Mais c'est même pas « je vais bien », j'ai pas besoin que tu ailles bien. C'est « je suis OK, là, maintenant ». Revenir à ça, déjà. Je disais que j'ai appris à reconnaître en moi ces moments où c'est difficile, où j'ai juste envie de jeter l'éponge. Et ce que j'ai aussi appris à faire, c'est à observer mes pensées dans ces moments-là. Et typiquement, je vais avoir des pensées du type « Ah, ça serait tellement simple de ne pas avoir de conscience, de ne pas être éveillé, de ne pas faire ce travail, de juste me soucier de rien. » Ce qui est une pensée complètement erronée, puisque c'est ce travail qui m'a permis, et qui me permet toujours, d'avoir le calme intérieur que j'ai au quotidien. Avant de le commencer, je ne me souciais pas de rien, c'est l'anxiété qui me faisait me soucier de tout. Donc c'est un raisonnement erroné et faux, mais c'est ce genre de pensée qui va arriver dans les moments difficiles. Et ça, c'est super quand tu arrives à les reconnaître. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que je fais dans ces moments-là, c'est que j'essaye pas d'aller vers des pratiques somatiques ou vers du contenu sur le sujet de guérison des traumas qui pourrait m'aider. Ça, c'est une erreur typique, commune. C'est d'aller écouter encore plus de contenu en pensant que je vais trouver l'information clé, l'information miracle qui va me donner la clé pour débloquer ce que je suis en train de traverser et pour aller mieux. Non. Je lâche tout ça dans ces moments-là et je vais vers mes ressources que j'appelle mes ressources dans la vraie vie. Parce que dans les moments où c'est difficile, c'est qu'il y a trop d'activation. Donc aller écouter des choses ou faire des pratiques, ça va encore ajouter de la stimulation à un système qui est déjà trop stimulé. C'est pas une bonne idée. C'est vraiment l'image de la boue et de l'eau. Après que l'eau elle ait été agitée, peut-être parce qu'il y a eu du mauvais temps, il faut laisser la boue redescendre pour que l'eau redevienne claire,
tranquille. Donc on n'est pas là à agiter le bocal avec l'eau dedans. L'unique chose à faire, c'est d'écouter et de se mettre au service. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ça. Ah, j'ai de l'anxiété, ça me fait des frissons un peu partout. Tiens, je vais faire des mouvements pour accompagner ça, puis voir si ça aide. Et puis ici, on lâche la perfection, on essaie des choses. Si ça soulage, super, sinon on fait autre chose. Ou, ah, je me sens vraiment désespérée. Qu'est-ce qui généralement me redonne de l'espoir ? L'humour, peut-être ? Un documentaire sur la beauté de la nature ? Aller toucher un arbre ? La réponse, elle sera différente pour chacun et chacune de nous. Mais voilà, ok, je me sens désespérée, fais ça. Qu'est-ce qui me redonne de l'espoir, généralement ? C'est vraiment, je me mets au service de ce qui a besoin d'être entendu, considéré, vu, libéré, shaké, écouté. Et j'en rajoute pas côté concept, théorie, etc. Je pose aussi des limites dans ces moments-là. Je ne suis pas disponible. Je ne suis disponible que pour ce qui contribue à me réguler, pas pour le reste. Comment poser ces limites de façon sûre, et ça de façon sûre, ça veut dire de façon très très progressive, c'est aussi un module du programme Arise, parce que c'est une compétence fondamentale à récupérer et qui est très difficile pour beaucoup de personnes ayant traversé des choses qui étaient trop pour elles. Ce sont des personnes qui sont habituées à ce que leurs limites soient dépassées et qui elles-mêmes continuent à les dépasser en permanence, souvent. Donc dans ce moment-là, je pose des limites. Je suis disponible pour personne d'autre, je suis disponible à moi, c'est tout, et à mon système. Donc pour résumer, dans les moments où c'est difficile, rien de théorique, aller vers ses ressources et faire simple. En anglais, dans le travail somatique, on dit stupid simple. Le système nerveux, il aime pas quand c'est compliqué, quand c'est complexe. Simple. Se mettre au service de ce qui est là dans le corps, essayer de suivre ce qui se passe pour laisser sortir ce qui a besoin d'être libéré. Et poser ses limites de façon ferme, se rendre disponible que pour ce qui est ressourçant pour toi. Donc voilà pour cet épisode où on a traversé pas mal de sujets, peut-être que tu auras besoin de le réécouter. Et je vais finir sur une citation de Louise Hay pour boucler la boucle du sujet de cet épisode. Elle nous dit « Rappelez-vous, vous vous êtes critiqué pendant des années et cela n'a pas fonctionné. Essayez de vous donner de l'approbation et voyez ce qui se passe. » Moi j'ai même envie de dire essayez de vous donner du soutien et voyez ce qui se passe. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé. Merci pour ta confiance. Si tu es intéressé dans ce travail, rejoins la liste d'attente pour mon programme Arise. Garde confiance dans le processus et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pas de soucis.